les Français consomment-ils trop, oui ou non, de médicaments? Pour les pouvoirs publics, la réponse est bien évidemment oui. Pour les industriels, c'est non. Alors pour en parler, Yves Charpin, vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, vous avez étudié la question. Alors est-ce qu'en France, aujourd'hui encore, on consomme trop de médicaments? On consomme des médicaments. Alors, ça, on le savait. Mais trop ou pas assez, les deux existent en France. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont des médicaments alors qu'ils pourraient ne pas en avoir. Il y a des citoyens qui n'en ont pas alors qu'ils pourraient bénéficier de médicaments. Et... quelques exemples. Alors, on prend toujours l'exemple des antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, c'est un bon exemple. Très clairement, il faut que la dépression soit diagnostiquée, qu'elle soit bien identifiée, que les gens qui l'ont le reconnaissent aussi et soient prêts à être traités. Et donc il y a beaucoup de dépressions qui ne sont pas traitées dans la population française. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui sont traités. Alors parfois c'est, j'ai envie de dire abusivement ou trop vite parce qu'ils ont autre chose et que le diagnostic n'est pas très... Mais globalement, est-ce qu'en France, en moment on consomme beaucoup de médicaments quand même, et de droite comme de gauche, que ce soit Marisol Touraine ou Xavier Bertrand, disent on consomme trop de médicaments. Alors, globalement, est-ce que c'est vrai encore, si on prend tout? Alors globalement, c'est... En tout cas, si on se compare à d'autres pays, c'est plus vrai en volume sur l'ensemble, c'est plus... D'accord. Et alors après, quand on voit différentes catégories de médicaments, certains oui, certains non. Oui. Alors les exemples les plus flagrants, on peut dire les plus inquiétants. Il y a eu les antibiotiques qui étaient... Mais encore une fois, là, c'est des cultures professionnelles aussi. Donc on a une espèce de mélange entre ce que des universitaires ont recommandé, ce que les médecins qui ont appris avec eux continuent à faire. L'antibiotique, c'était la bouée de sauvetage pour toutes les maladies infectieuses. Et c'était facile à utiliser. Personne n'y voyait d'inconvénient. Donc pour un oui ou pour un non, on pouvait donner des antibiotiques, même quand ils n'avaient pas d'efficacité sur les virus, par exemple. Oui, par exemple. Et il y avait une pression quand même de l'industrie pharmaceutique qui aujourd'hui est beaucoup moins, non? Oui, mais alors encore une fois, l'interaction entre la pression de l'industrie, la culture qui fait qu'on accepte cette pression, elle est plutôt complexe. C'est pas uniquement la pression de l'industrie qui fait l'utilisation d'un médicament. C'est le médecin qui prescrit. C'est le médecin, c'est la formation qu'il a eue, c'est l'existence d'agences qui donnent des recommandations, c'est l'existence de sociétés savantes. Mais les recommandations, là aussi, dans le médicament comme ailleurs, ne sont pas souvent, pas systématiquement, on va le dire gentiment, suivies par les médecins quand même. Parce qu'elles ne sont pas adaptées à leur exercice. Mais vous savez, les recommandations, la science, ça bouge à toute vitesse. Dans le monde, il y a 5000 revues biomédicales. Il y a 15 millions de références dans Medline. En France, on a la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui clarifie fait des les synthèses. choses. Ouais. Elle clarifie, mais ce qu'elle clarifie, ça peut changer du jour au lendemain, parce que tout d'un coup, des données de la science sont en train de changer. Donc, encore une fois, des recommandations, c'est pas comme la loi. C'est pas quelque chose qui s'applique automatiquement, facilement. Il y a une interaction entre la pratique, les recommandations, le fait que ces recommandations soient adaptées à la pratique, ce qui est faisable en plein centre-ville, dans un bel hôpital parisien, n'est pas toujours tout à fait adapté, par exemple, à la pratique d'un médecin en zone rurale. Compte tenu de ce constat, parfois trop de prescriptions, parfois pas assez, en tout cas à la bonne personne. Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Parce qu'il y a un problème de santé publique, il y a un problème d'économie de santé. Alors quelles sont les 2-3 grandes recommandations qu'il faudrait porter? Alors, il y a une première recommandation qui est l'articulation des différentes institutions qui font de la prestation de soins. C'est-à-dire entre l'hôpital qui ne tient pas compte des médicaments qui sont utilisés par les patients qui rentrent à l'hôpital, qui changent tout, et qui à la sortie ne recommande pas aux médecins... Alors, une meilleure coordination des soins entre les professionnels, premièrement. Voilà. Deuxièmement, alors, deuxièmement, c'est de reprendre un peu la main de façon moins réglementaire, probablement, sur ce que sont des recommandations et comment les adapter au contexte. C'est comment faire travailler les médecins. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les médecins de base, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, ils sont un peu tout seuls.
Et il ne croit plus à rien ni à personne. Il ne croit plus aux universitaires, il ne croit plus aux recommandations des agences. Il faut retrouver cette confiance, parce qu'on ne peut pas avoir des professionnels qui, simplement parce qu'ils sont en réaction, parce qu'ils lèvent le doigt en l'air en disant je fais comme je sens, et c'est la seule chose qui est vraie. C'est la porte ouverte d'abord à l'absence totale de science et de connaissances dans la médecine, ce qui est juste ce qu'on n'aimerait pas. Et donc il faut trouver l'articulation. Malheureusement, l'expertise est quand même pas très valorisée dans notre pays par nos gouvernants, qui eux-mêmes se méfient et n'ont pas la perception de la complexité de l'expertise. D'accord. Alors, on consomme peut-être pas trop de médicaments aujourd'hui, hein, c'est ce que vous nous dites, mais on consomme peut-être différemment. C'est l'actualité, il y a des médicaments très innovants, très efficaces aussi, bon, c'est le cas évidemment de l'hépatite C, qui sont très chers, donc il faut faire des économies pour financer ça. Comment l'écosystème va pouvoir s'organiser entre ces médicaments très chers et puis les génériques qui sont beaucoup moins chers? Alors, ce qui arrive quand même, et qui est pas du tout explicite, qui est implicite, c'est que en fait, il y a beaucoup de choses que les gens achètent eux-mêmes. Quand on va à la pharmacie et qu'on achète du Doliprane parce qu'on a mal au crâne, on n'est pas forcément remboursé. On n'est pas remboursé. Ouais. Et mais c'est pas aujourd'hui discuté. C'est pas parce que c'est inefficace, parce que c'est efficace sur le mal à la tête, sur le mal aux articulations, etc. Ce que vous voulez dire, etc. c'est qu'il y aura des médicaments qui sont pris en charge financièrement par les patients eux-mêmes, oui, pour pouvoir financer des médicaments plus... C'est ça un peu la tendance? Alors, plus cher et plus on le fait, innovant, mais sans le dire. Et j'ai un souvenir de la fin des années 90 au comité de santé publique où j'étais, où on nous avait demandé de travailler sur ce qui s'appellerait un panier de soins, oui, qui est ce qui serait pris en charge par l'assurance maladie, et le reste étant à la charge des individus. Ça s'est arrêté assez vite, parce que dans la culture de la France, de la sécurité sociale, on ne parle pas de ce genre de choses. C'est-à-dire que tout ce qui est utile, on en est là. Que le panier de soins, bien sûr. Les soins essentiels, essentiels au sens ceux dont on a besoin soient remboursés très correctement, et faire la distinction avec ce qui peut... Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pas le petit risque ou le gros risque. Et c'est pas le petit risque ou le gros risque, c'est du risque un peu peut-être plus large et généralisé versus du risque plus rare. Et puis la question des médicaments extrêmement chers et des soins extrêmement chers pour quelques-uns, elle soulève aussi une question dans une démocratie, c'est jusqu'où on paye pour quelques-uns au détriment éventuellement de soins pour tous. Voilà, ça c'est une bonne question qu'on abordera une prochaine fois, de solidarité, de mutualisation, qui aujourd'hui va se poser en effet. Merci beaucoup Yves Charpak. Merci de m'avoir invité.